Aujourd'hui, 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau, placée cette année sous le thème « Accélérer le changement par des petits gestes » afin de sensibiliser davantage le public à la situation des 2 milliards de personnes qui vivent sans accès à une eau salubre et à la nécessité d'agir pour remédier à la crise mondiale de l'eau. Et puisque l'eau c'est la vie, pensons à ces petits gestes qui pourront faire la différence dans la manière dont nous utilisons, consommons et gérons les sources d'eau. Mais restons aussi connectés au prétoire du tribunal de l'actualité qui évoque aujourd'hui la réforme du franc CFA, une réforme qui marque le pas aussi bien en Afrique du Centre qu'en Afrique de l'Ouest. Un invité à cette audience, c'est un confrère qui a accepté de partager avec nous, avec vous, ses connaissances sur ce sujet. Joachim Vokouma est directeur de publication de Cassetto.net, mais c'est surtout un habitué des questions économiques, puisqu'il a travaillé aussi bien aux marchés tropicaux et à enjeux économiques africains. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Président, bonjour aux téléspectateurs. Le prétoire aujourd'hui, c'est également l'affaire du juge Geoffroy Vara. Bonjour. Bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur la télé interactive Truc TV et en simultané sur Watt FM, la radio 100% urbaine. Vous nous suivez également sur nos plateformes numériques et je lance le premier acte de ce rendez-vous de décryptage de l'actualité, c'est bien sûr les avant-propos des juges. Coup de cœur, coup de gueule, interpellation, avant-propos des juges, juge Geoffroy Vara. Oui, merci Président. Et la question de la dépolitisation de notre administration, toujours au cœur du débat, et malgré le vote de la loi à l'unanimité, je pense la semaine passée, ou la semaine surpassée, je ne sais plus, il y a toujours la communication qui est en train d'être faite autour. On comprend donc que ce n'est pas forcément facile. Le process et pour certains, on va dire de façon tangible comment parvenir à dépolitiser, même si il y a quand même une bonne frange de la population qui a cette perception de ce que on a une administration assez politisée. Et je pense qu'il y a des rapports qui le montrent, et devant la représentation nationale, le ministre s'était fait fort d'ailleurs de rappeler ce qui est sorti du Collège des Sages 99, revenir sur, je pense aussi un rapport du MAEP, je pense que c'était 2009, ceux du CGD et tout. Mais, ok, on est tous d'accord sur la maladie, mais il y a un problème, c'est que beaucoup n'ont pas confiance aux différents remèdes qui sont proposés. Et quelquefois même, certains doutent du médecin lui-même. Et c'est ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Et donc il faut expliquer, et c'est seulement basé encore hier, qui avec les techniciens du ministère a organisé un point de presse pour encore revenir sur les fondamentaux concernant cette loi-là. Et puis il y a beaucoup aussi d'éléments qui sont dits, qui sont carrément porte-à-faux avec le contenu aussi de cette loi-là, qui disent que non, ça va régenter les questions religieuses de l'administration, ça parle même de la question du voile et des choses comme ça. Donc il y a des éléments qu'il faut vraiment écarter pour venir dans le fond. Et même quand on vient dans le fond, beaucoup se posent la question de savoir de façon pratique comment est-ce qu'on arrive à faire la scission quand le politique lui-même aussi est, quoi qu'on dise, compétent. Parce qu'on parle de méritocratie, si c'est la compétence qui est le prisme à travers lequel on devrait regarder et qu'on parle de dépolitisation, il y en a qui se sentent visés même s'ils sont compétents. Donc il faut encore rassurer que même quand on est politique et qu'on est compétent dans l'administration, on ne devrait pas avoir de problème, et que s'il y a des mérites qui devraient vous revenir de par peut-être des nominations ou des choses comme ça, ce devraient être des éléments qui devraient venir. Donc il y a beaucoup d'explications. Peut-être qu'avec le temps, certains pourront lire un peu mieux, mais beaucoup aussi y voient peut-être aussi une petite chasse qui pourrait se faire. Bon, il y a beaucoup d'éléments. Mais on attend le ministre en tout cas fort à faire.
il a été celui qui a décidé de faire le pas, parce qu'il y a beaucoup qui ont tenté aussi avant. Ce n'est pas la première fois qu'on fait ce constat et qu'on tente de partir sur la question de la dépolitisation de notre administration. Il a fait le pas. Maintenant, on va voir ce que ça va donner de façon pratique. Et même certains prédisent que dès qu'on change de régime, c'est sûr que c'est la première loi qui va être attaquée. Donc, comprenons que c'est vraiment pas simple. Oui, mais en même temps, est-ce qu'il faut s'inscrire dans cette logique de détricoter les choses que l'on a tricotées avant parce que les têtes ont changé? Enfin, de toute façon, ce n'est pas seulement Bazier qui a commencé ou qui a initié cette histoire sur la dépolitisation. Je crois que c'est un projet qui a traversé 3-4 ministres de la fonction publique, du travail, de la protection sociale. De toute façon, le service après-vente est engagé, on verra ce qu'il donnera. C'était la séquence avant-propos des juges du tribunal de l'actualité qui aborde aujourd'hui le dossier réforme du franc CFA suite au sommet de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Nous en parlons avec notre invité, c'est Joachim Vokouma, journaliste, directeur de publication de Cassetto.net, ancien collaborateur de Marchés Tropicaux, ancien rédacteur en chef, je crois, du magazine économique Enjeux africains. Justement, Joachim Vokouma, on pensait que l'Afrique centrale renverserait la table, rapatrierait ses réserves monétaires domiciliées en France, donnerait une leçon à l'Afrique de l'Ouest sur ce chantier de la réforme du franc CFA. Mais à l'issue du sommet du 17 mars dernier à Yaoundé, on est plutôt resté sur le statu quo. Oui, lorsqu'on lit le communiqué final qui a sanctionné ce sommet des chefs d'État, on se rend compte que finalement, ils ont décidé de ne rien décider. Voilà, ils ont décidé de garder le statu quo et de continuer la réflexion. C'est les termes qui ont été utilisés dans le communiqué sur les réformes qui pourraient être apportées dans le fonctionnement de la zone franc Afrique centrale. La CEMAC qui regroupe le Cameroun, le Gabon, le Tchad, la Guinée équatoriale et la Centrafrique. 6 pays, le Cameroun. Oui, le Cameroun. Le Cameroun qui est, si vous voulez, c'est l'économie la plus forte de cette zone. Donc, contrairement à ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, on va dire qu'il n'y a même pas de mouvement pour l'instant. Voilà. En Afrique de l'Ouest, on va peut-être revenir dessus. Il y a quand même des timides changements. Il y a un frémissement, mais ce à quoi nous attendions, en tout cas l'opinion publique qui est descendue dans les rues, dans les manifestations, dans les pétitions, ce que cette opinion attendait n'est pas encore arrivé, comme on dit vulgairement, enfin trivialement au marché. Mais en Afrique centrale, voilà, c'est ça toute la différence. Même quand vous regardez le processus d'intégration de la CEMAC et de l'UMOA, vous vous rendez compte que la zone UMOA est très en avance sur la zone CEMAC. Et quand vous élargissez la zone CEDEAO, et avec la zone CEAC, la communauté économique des États d'Afrique centrale, qui est l'équivalent de la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, le fossé est abyssal. C'est-à-dire sur la libre circulation des biens et des personnes. D'ailleurs, ça a été encore évoqué dans le communiqué du sommet. C'est encore à des années-lumière, on va dire les choses comme ça, par rapport à l'Afrique de l'Ouest, où, bon, à part ce qu'on appelle les tracasseries routières, on peut, avec sa carte d'identité, et quitter Abidjan jusqu'à Lagos avec sa carte d'identité sans avoir besoin de visa. Ce qui n'est pas le cas chez nos frères d'Afrique centrale. Donc la question monétaire même, c'est encore un sujet plus sensible, et on voit bien que cette réunion-là, bon, on pensait que l'Afrique de l'Ouest allait les inspirer un peu plus, servir de référence un peu plus pour être plus audace dans la réforme, mais on voit que finalement il n'y a rien qui est sorti de ce communiqué. Tout est dans le statu quo, rien n'a changé dans la zone CEMAC, et on va attendre peut-être voir. Mais il faut dire que s'il y a un changement de frémissement en Afrique de l'Ouest, contrairement à l'Afrique centrale, c'est parce que la rue ouest africaine est très bruyante. Ça, il ne faut pas oublier ça. Ça, c'est un facteur important. Moi, j'ai commencé à parler de cette affaire-là très sérieusement depuis 1994.
J'avais participé à un colloque. Au lendemain de la dévaluation. Voilà, j'avais participé à un colloque à Paris où il y avait le gouverneur de la BCEAO à l'époque, Charles Konan-Banny, qui était venu. Et à l'époque, il posait clairement la question du changement de paradigme, en tout cas des rapports entre le franc CFA et le franc français, puis l'euro. Le franc français à l'époque, puis l'euro un peu plus tard. En 1999, voilà. Je crois. Voilà. Puis après, il y a eu pas mal d'associations qui ont pris le sujet à bras le corps, qui ont fait du bruit. Ça a permis quand même d'obtenir ce qu'on a obtenu. Sans la rue, on n'aurait rien obtenu. D'autant que, si vous regardez, c'est ça qui me frappe, je n'ai pas vu un débat, par exemple, à l'université sur ce sujet-là. Pourtant, c'est quand même un sujet d'importance capitale. Il y a ce que nous, journalistes, ce que nous disons, il y a ce que les associations font, les activistes font, mais un débat scientifique, organisé dans un cadre scientifique, avec des gens qui ont une science, pour réfléchir sur ce sujet-là et donner des orientations, dire en tout cas, voilà ce que nous, scientifiques, nous pouvons préconiser. Je n'ai pas vu, en tout cas au Burkina ici, je n'ai pas vu. C'est ça qui est assez désolant. À l'Assemblée nationale aussi, je n'ai pas vu ce débat-là. J'ai aperçu une ou deux questions comme ça au Sénégal, mais pour le reste... Il y a eu ce forum, je crois, qui a été organisé à Niamey, au Niger, par Kako Naboubo, le Togolais, autour de cette question justement de l'autonomie monétaire ouest-africaine. Voilà, tout à fait. Je ne sais plus c'était en quelle année. Voilà, avec toutes les comment on appelle ça, les misères qu'il a connues dans son parcours en tant qu'économiste, aussi en tant que militant, c'est surtout ça, en tant que militant de la cause du franc CFA et de ses rapports décomplexés avec l'euro. Alors, des rapports décomplexés avec l'Europe, c'est de ça dont il est question. Il faut savoir que la monnaie de la zone franc a été mise en place, je parle sous le contrôle de Joachim Vokouma, depuis le 26 décembre 1945 pour régenter la vie économique et monétaire de 14 pays de l'Afrique noire francophone. Il y a toujours d'ailleurs 8 pays en Afrique de l'Ouest et 6 pays en Afrique centrale sous l'appellation originelle de franc des colonies françaises d'Afrique, CFA. Presque 78 ans déjà que cette monnaie a été créée, Geoffroy Vara, et ses liens congénitaux avec le trésor français restent quasiment intacts. Oui, ils sont quasiment intacts, mais c'est vrai que sur le débat tout à l'heure, il revenait là-dessus, il y a au niveau de notre France, Afrique de l'Ouest, quand même des évolutions. Mais il faut dire que l'évolution dans le débat ne tire pas forcément sa source sur le purement débat économique ou bien le débat sur la monnaie. Ça tire d'abord sa source sur l'évolution des rapports même avec la France. Ça, c'est un facteur qu'il faut intégrer. Et la monnaie devient un outil d'asservissement ou un outil de domination perçu par ceux qui utilisent cette monnaie et puis qui sont au quotidien aussi des témoins privilégiés des rapports entre la France et ses anciennes colonies. Et donc, il y a toute cette perception-là. Donc, pour eux, couper le cordon, ça va avec, ça subit sur la question de monnaie. Aujourd'hui, quand vous voyez les manifestations dans les rues et autres, ceux que vous voyez, posez-leur la question sur comment ça fonctionne une monnaie. Ils ne vont pas vous en dire deux mots. Mais il est quelque chose qui demeure dans l'ADN, c'est que ça, c'est un symbole de la domination que la France continue de garder sur ses anciennes colonies. Est-ce que c'est faux? Ce n'est pas si faux. Donc, comprenez que le débat devenu populaire, les questions techniques deviennent secondaires pour certains. Et c'est là où il y a le jeu de pression qui est vraiment important. Mais moi, quand je regarde, c'est que peut-être que souvent pour ce qui est de notre continent, il y a que le dirigeant, l'autorité suit après la pression populaire. Mais ils ne sont jamais forcément en amont. Si on était en amont, puisque c'est de façon libre qu'après des indépendances, on a décidé de rester avec ce même acronyme CFA, avec la question de réserve qui doivent être constituées chez l'ancien colon, avec beaucoup d'éléments. Mais ça aurait pu évoluer
avec le temps pour qu'on s'approprie vraiment au sens plein notre monnaie. Moi, je écoutais une interview avec le gouverneur de la BCEAO qui disait que ce n'est pas une monnaie, que dans le débat, les gens se trompent. Le franc CFA, c'est une monnaie africaine, c'est la monnaie des pays africains, elle n'est nullement contrôlée par la France et tout. Mais il y a des éléments aussi qui posent problème. Comment est-ce qu'un élément du Trésor français est administrateur dans notre conseil d'administration, que ce soit dans notre espace ici ou dans celui CEMAC, pour ce qui est de la monnaie? On nous dira non, il a les mêmes prérogatives que les autres, il n'a pas de droit de veto, il n'a pas ceci, cela, et les décisions se prennent, je pense à la majorité, et donc il n'y a pas... Oui, mais qu'est-ce qu'il fait là s'il ne vient pas représenter des intérêts ou garantir certains intérêts? En fait, il y a beaucoup de questions qui font que certains se disent, bon, il y a un problème. Et même la question des réserves, la garantie qu'elle devrait susciter, on n'a jamais forcément eu besoin d'activer ce levier-là. Donc la France est restée dans un confort de garantie qui est en train d'être constitué au détriment de nos économies. Est-ce que cela peut continuer ainsi? Et c'est pour cela qu'il y a eu l'évolution sur la question même du ratio de la garantie. Donc ça veut dire que depuis le départ, c'était possible de pouvoir le faire partir comme peau de chagrin, mais on a conçu de la constituer au détriment de nos économies. Donc tout ça, ça fait un genre de passif. Mais c'est ce que je dis, le lead n'a pas été celui de nos autorités. Chacun a voulu rester dans une explication qu'on nous donne toujours, c'est qu'avec cette monnaie, on est dans un confort qui est celui, une situation stable. On parvient à maîtriser la question de l'inflation, on parvient à faire ceci, on parvient à faire de cela. C'est comme si on ne veut pas s'assumer. On ne veut pas s'assumer de façon pleine. Et on prétexte du confort que cela nous permet, le caractère d'être arrimé à une autre monnaie même qui a existé, parce qu'on c'est pas ricochet qu'on est avec l'euro. Donc, c'est ce confort-là qu'on vend aux gens. Mais attendez, la plupart des pays du continent qui sont forts, là, quand vous allez faire le listing, c'est ceux qui ont les monnaies. Ce n'est pas la raison de leur richesse, mais c'est un élément très important dans le monde globalisant dans lequel nous sommes aujourd'hui. Parce que c'est un moyen de s'assumer. Boxer, c'est comme je disais toujours, pour ceux qui ont leur monnaie qui dépend des autres, c'est des gens qui boxent avec un bras attaché derrière. Et en plus, c'est attaché à une corde, et celui qui tire derrière, on connaît qui c'est. Donc, est-ce qu'on peut continuer de fonctionner comme ça? Et je pense qu'il y a une rue qui pose un problème, qui est celui que nos États, à un moment donné, doivent commencer à s'assumer sur des questions de façon pleine. Et celle monétaire, c'est une question qui est principale. Moi, je disais aussi que on ne sait pas approprier la chose parce qu'il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser. Pourquoi, à un moment donné, on se retrouve, comme il y avait la convertibilité entre les deux espaces, CEMAC et celui CEDEAO, comment on le casse? Ça veut dire qu'on sait en économie que plus l'espace est grand, plus vous êtes nombreux à partager une même monnaie, c'est un espace qui devient plus intéressant pour les uns et les autres, on le casse et nous on est à l'aise et on regarde, on fait comme ça. Alors que quand vous regardez dans la structuration organisationnelle, les deux espaces sont dans le même principe. Et même derrière le protocole qui garantit la monnaie et les mécanismes, nous sommes dans les mêmes principes. Mais on nous a gardés en deux espaces cloisonnés. Et nous continuons de rester dedans sans jamais poser pour chacun de ces espaces-là la problématique du vase communicant qui pourrait être un bol d'oxygène pour nos économies. Mais ça, je ne pense pas que ce soit la France qui l'interdise forcément. Mais nous, notre lead là, c'est lequel? Si dans les deux espaces, on s'assoit, on fait toujours des rencontres et on est dans notre espace micro. Et jamais on ne pose la question de savoir, parce qu'on a tous les deux le même CFA et qu'on connaît les protocoles, on a tous derrière la même machine, pourquoi est-ce qu'on ne permet pas la convertibilité directe? Pourquoi est-ce qu'on ne discute pas de ça? Pourquoi est-ce qu'on Il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Pas de ça, c'est beaucoup de questions. En effet, il faut savoir que les valeurs faciales sont les mêmes en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, mais les billets ne sont pas les mêmes. Et le franc CFA de la zone ouest africaine ne peut pas être dépensé dans la zone centrale et vice-versa. Beaucoup de personnes ont parlé de cette autonomie monétaire, et dès le départ d'ailleurs. On pense à Sylvanus Olympio, on pense à Thomas Sankara, on pense avant cela au Mali qui est sorti un moment du franc CFA et a créé sa propre monnaie et qui a dû
toujours y revenir. Est-ce que justement l'influence, la mainmise de la France sur la politique ou sur les relations de ces anciennes colonies ne joue pas justement à pérenniser ce système, Joachim? Oui, c'est évident, mais je vais juste compléter ce que vous avez dit. J'ai amené ici bien sûr des billets d'Afrique centrale. Pour qu'on puisse avoir l'illustration. Ça, c'est le billet de 10 000, 10 000 de l'Afrique centrale. Ouais, 10 000. Et ça, c'est le billet de 2000. Voilà. Et ça, c'est un billet de 500. Je n'ai pas le billet de 2000 parce que je n'ai pas ça. Ce sont des billets que j'avais ramenés lors de mon dernier séjour en Afrique centrale. Eh bien, je suis allé à la BCEAO pour les changer. On m'a refusé. On m'a dit que ce n'était pas possible. À la BCEAO. C'est-à-dire c'est à la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest qui est à la face de la place de la nation. On m'a dit non, on ne peut pas vous changer ça. Dans une banque privée, ce n'est même pas la peine d'y aller parce qu'ils ne le prennent pas. Donc, pour obtenir le change, il faut aller dans le marché noir. Exactement. Voilà, on va te prendre. Donc, c'est pour montrer l'absurdité de ce que le juge va décider. Et ça date de 1993. Parce qu'avant, je me rappelais bien, et c'était convertible. Même les gens qui venaient d'Afrique centrale, ils arrivaient ici, même à l'hôtel Silmandé, pour ne pas faire de la publicité, ils faisaient, par exemple, le change. Et ils prenaient le franc CFA d'Afrique de l'Ouest qui dépensait. Ça a été supprimé en 1993 et jusqu'à présent, ça n'a pas été rétabli. Comme vous l'avez dit, ça a la même valeur faciale. Les 500 francs d'Afrique de l'Ouest, c'est la même chose. Mais voilà une zone franc, comme la zone franc, ce sont les 14 pays. 14 plus les Comores. Plus les Comores, la Fédération des Comores. Mais voilà, nous avons une monnaie de la même valeur, mais qu'on ne peut pas dépenser, ce qui est une absurdité. Comme il dit, voilà, on fractionne un peu la zone franc et qui limite un peu nos échanges. Donc, pour commercer avec nos voisins d'Afrique centrale, il faut remonter jusqu'à Paris, passer par l'euro pour pouvoir commercer avec. Vous voyez l'absurdité de cette situation. Donc, ça ce sont encore, c'est le legs colonial, c'est l'héritage colonial, mais tout ça, ça vient des fondations, des rapports qui ont été établis entre le franc français et le franc CFA. Je voulais juste rappeler les 4 principes. C'est la parité fixe entre le franc français et le franc CFA, puis l'euro après. La liberté de transfert au sein de la zone, la libre convertibilité des francs CFA, ensuite par le Trésor français et la centralisation des réserves d'échange. Quand on prend ces différents points, la parité fixe avec le franc français puis avec l'euro, ça n'a pas changé. Il y a la réforme qui a été annoncée en 2021 à Abidjan. En 2019 à Abidjan par le président Macron et le président Ouattara, mais bon, ça n'a pas changé. Et la liberté de transfert au sein de la zone, la libre convertibilité du franc CFA, tout ça, ce sont des leurres, ça ne fonctionne pas dans la réalité. Ce qui a changé un peu timidement, c'est la centralisation des réserves d'échange. Parce que vous savez qu'avant, les pays africains déposaient 65% de leurs avoirs au Trésor français. 65%. Donc, il a fallu que des intellectuels dénoncent cette situation-là, que la presse en parle, pour qu'en 2005, on passe de 65 à 50%. Oui, c'est quand même beaucoup. C'est-à-dire, si nous vendons notre coton à $100, il faut encore convertir ça en euros, sachant que l'euro est plus fort que le dollar, donc déjà au change on perd, et de ce qui reste, on dépose encore maintenant 50% et au Trésor français et on rapatrie le reste. Voilà comment le système fonctionne. Ça a changé depuis la réforme de 2019, mais voilà, parce qu'avant de venir, j'ai quand même essayé d'actualiser mes informations. En réalité, on n'est plus obligé de laisser les 50% là au Trésor français. On peut rapatrier, mais à la date d'aujourd'hui, effectivement, il y a une partie qui a été transférée à Dakar, à la BCEAO. Mais il y a une autre partie encore qui reste
au Trésor français. Ça, c'est pas encore... le transfert n'est pas total. Donc il y a une partie encore qui reste. Pourquoi? Bon, ça c'est quand tu poses la question, on veut même pas, on veut pas te... En tout cas, le compte d'opération est fermé. Dans la réforme aussi, il y a le nouveau nom de la monnaie qui avait été annoncé, l'éco. Oui, ça on va en parler tout à l'heure. D'accord, oui, mais sauf que l'éco, c'est pas le nom du CFA nouveau. Ouais, l'éco, c'est le nom de la monnaie unique, de la CEDEAO, ECOWAS. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une usurpation de nom. Et d'ailleurs, le Nigeria et les autres pays l'avaient dénoncé à l'époque. Ce qui a changé, effectivement, c'est qu'au conseil d'administration, il n'y a plus le représentant. Au conseil d'administration de la BCEAO, il n'y a plus de représentant français. Et non plus dans le comité de politique monétaire. C'est l'organe technique qui donne les orientations au gouvernement et qui fixe, par exemple, les taux d'intérêt directeurs auxquels la BCEAO accorde les crédits aux banques commerciales. Vous voyez que dans notre zone, l'argent coûte très cher. Quand tu vas à la banque, c'est des taux d'intérêt à 2 chiffres. C'est quand tu as un soutien de taille que tu peux obtenir entre 7 ou 8%. Mais pourquoi c'est cher? Parce que tout simplement, ce taux d'intérêt-là, nous ne définissons pas en réalité ce taux d'intérêt. Quand vous prenez la zone euro, ils peuvent définir, l'argent coûte moins cher en Europe. Les banques commerciales prêtent leur argent à 2%, 3%, 3,5% aux ménages et aux entreprises. Mais ce qui n'est pas le cas chez nous, parce que la Banque centrale européenne fixe un taux d'intérêt à 0,5, peut-être à 1% maximum. C'est pour permettre aux entreprises de bien travailler, aux ménages de pouvoir consommer pour faire fonctionner l'économie. Ce qui n'est pas le cas pour nous, nous n'avons pas cette facilité-là. Donc tout ça, ce sont des instruments qui nous échappent. Et la réforme qui a été annoncée en 2019, comme je disais tout à l'heure, ça permet quand même quelques avancées, mais le compte n'y est pas. Donc il faut que la rue, en tout cas que les intellectuels, la presse, les opinions se mettent encore à faire du bruit, parce qu'en réalité, nos chefs d'État en ont besoin. En réalité, ils en ont besoin. Quand la pression est forte, ils disent, vous voyez, nos peuples ne sont pas d'accord. Donc on ne peut plus continuer comme ça. Et se cache derrière le peuple. Oui, bien sûr, bien sûr. Cette réforme n'aurait jamais eu lieu si la rue n'avait pas grondé pendant des années. Oui. Ça, c'est une évidence. Si c'était resté dans les cadres feutrés de colloques, des conférences de spécialistes, ça n'aurait jamais bougé. C'est parce qu'il y a eu la rue qui a grondé pendant plusieurs années, dans plusieurs pays, que finalement, voilà, ces avancées-là ont été timidement obtenues. Ce que je vais ajouter sur l'iniquité encore de ce système-là, c'est que, vous voyez, alors les chiffres sont... pas confidentiel, mais les autorités réussissent à donner ces chiffres-là. Les réserves actuellement, en 2019, on était à 5 milliards pour la BCEAO. 5 milliards stockés à la banque. Et c'est rémunéré à 0,75%. Et dans ces 0,75%, l'État français comptabilise ça comme l'aide publique au développement. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est notre argent qui produit de l'intérêt, mais c'est comptabilisé comme de l'aide publique au développement. Et c'est ça qui sort dans les statistiques, ce qui est on va dire, voilà. C'est un système unique. Voilà, disons les choses. Oui, c'est un système unique. En tout cas, nous parlons aujourd'hui à cette troisième audience du tribunal de l'actualité du franc CFA, de la zone CFA. Il y a eu une réunion là-dessus récemment, vous le savez, en Afrique centrale. Un invité à cette édition, à cette audience, c'est Joachim Vaucouma,
Fernand, directeur de publication de Cassetto.net. Je l'ai un peu coupé tout à l'heure, mais il va revenir là-dessus. J'aimerais quand même qu'il montre les billets qu'il a devant lui pour que la réalisation puisse également les montrer à nos téléspectateurs. Nos auditeurs ne pourront pas les voir, bien entendu, mais cette réunion qui s'est tenue le 17 mars à Yaoundé au Cameroun a permis aux chefs d'État de réaffirmer une fois de plus leur volonté de disposer d'une monnaie stable et forte, mais ils ont décidé finalement d'encourager une réflexion approfondie sur les conditions et le cadre d'une nouvelle coopération au sujet de la monnaie ou de la coopération monétaire avec la France portant sur le franc CFA. Le débat, on l'a déjà évoqué, est le même. Sinon, avec plus d'acuité en Afrique de l'Ouest, on attend en Afrique centrale, mais on piétine ferme en Afrique de l'Ouest. Le franc CFA en vigueur dans les 8 pays de l'UEMOA, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Le franc CFA est arrimé au franc français depuis 1999 à l'euro. Les pays de la zone franc étaient tenus de déposer 50% de leurs réserves de change sur un compte d'opération au sein du Trésor français. On l'a également évoqué tout à l'heure. Alors, actuellement en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, pardon, on a comme un embrouillamini depuis cette annonce à grand renfort de tapage médiatico-politique. C'était le 21 décembre 2019 à Abidjan par Emmanuel Macron et Alassane Ouattara. Mais rien n'a changé sur le fond. D'autant que, comme il a dit tout à l'heure, il y a cette usurpation du nom ECO qui devait faire la monnaie commune de la CEDEAO. Non, mais est-ce que l'on voulait changer les choses dans le fond pour les deux acteurs qui étaient présents, étant entendu Emmanuel Macron et Alassane Ouattara qui assumaient le lead pour la plupart des autres chefs d'État? Est-ce qu'on voulait vraiment changer les choses dans le fond? Sinon, déjà, il était le président en exercice, voilà, de moi à l'époque. Et quand on regarde, s'il y avait une dynamique qui était sincère, au moins, dans la dénomination, on devrait y avoir un démarquage. Mais ça intervient à un moment donné où il y a une dynamique qui est un peu plus large, qui est celle d'autres pays qui ne font pas partie du CFA, qui veulent évoluer vers une monnaie commune qui était l'ECO, avec des critères de convergence qui avaient été bien définis, avec des dates qui avaient été données pour que chacun des pays puisse travailler sur son plan macroéconomique pour pouvoir approcher petit à petit ces critères-là. Mais c'est un croc en jambe qui a été fait. On prend le même nom, on vient, on promet de diluer ce qui était pour beaucoup des aberrations dans la garantie faite de notre convertibilité, et puis après on pense que c'est une solution. Non, ça a été de la poudre aux yeux, et la preuve, voilà là où on est. Mais quand vous regardez, les autres pays sont un peu mal à l'aise. Parce que quand vous prenez notre espace, ceux qui pèsent là, c'est aussi Côte d'Ivoire, Sénégal, et voilà. Les autres, je ne vais pas dire qu'ils ne pèsent pas, ils pèsent, mais ils n'ont pas le lead dans la discussion. Et il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire aussi écrase sur ce chapitre-là. Maintenant, si eux ne sont pas prêts à la cassure, à la rupture, c'est sûr que ça va forcément durer. Et aujourd'hui, quand moi je regarde, c'est un croc à jambe qui a été fait à l'ECO, le vrai ECO. Mais regardez, ça l'a presque plombé. Toutes les rencontres qu'on avait, les discussions qu'on avait, et puis l'impression qu'il y avait une volonté politique de la plupart des pays d'y aller, elle est cassée aujourd'hui. Qui en parle vraiment? On a l'impression que la plupart des pays sont revenus dans leur turpitude. Quand on parle de notre espace, c'est les questions sécuritaires. Les gens se demandent, mais aller s'allier avec ceux-là, est-ce que ça là, c'est une bonne affaire? On est maintenant à ça, alors qu'on était dans une bonne dynamique. Et puis il y a quelque chose aussi, c'est que les puristes s'accordent à dire que même sur la question de l'éco, on n'a pas voulu forcément mettre l'aspect politique et l'engagement devant certaines exigences économiques. Même quand on prend les critères pour des zones aussi averties comme l'Union européenne de tout, mais il y a eu des moments où la question des critères là, ils même les respectaient pas. Ils sont allés à la monnaie commune. On a vu la crise de la dette de 2010. Il y avait une hétérogénéité monstre dans la plupart de ces pays là. L'Allemagne comme la France, c'est ceux qui respectaient le moins un certain nombre d'éléments. Mais ils ont eu ce genre de consensus
politique qui était un engagement fort pour rester sur ces lignes-là. Nous, chez nous, on a l'impression que, ils pensent que la monnaie, elle est forcément mathématique et seulement économique. Elle est aussi et d'abord politique. Et tant qu'on n'a pas cet engagement ferme pour dire, même si, sur ce chapitre-là, lui n'est pas forcément prêt, travaillons à y aller. Parce que personne ne sera forcément prêt sur la plupart des critères. La preuve, quand on regardait, on disait que c'était le Togo qui, sur certaines questions, était les plus proches de tous ces critères de convertibilité, avec la maîtrise de l'inflation et beaucoup d'autres domaines. Aujourd'hui, questionner le Burkina Faso, on a le taux d'inflation le plus fort de l'espace. Donc ça veut dire qu'on est le plus loin de ces critères-là, si on veut prendre en compte ne serait-ce que ce point-là. Donc, et ça, c'est des éléments qui sont changeants au regard aussi des réalités dans la plupart de ces pays. Ce qui se passe aussi dans des espaces où ils se sont entendus pour aller à une monnaie unique, mais dont les critères ne sont pas forcément respectés. S'il n'y a pas cette volonté politique affirmée d'y aller, je n'ai pas dit de négliger, mais prenant en compte les exigences macroéconomiques, parce que derrière aussi, il faut qu'on se dise la vérité, il y a une macroéconomie dans sa gestion budgétaire qui doit accompagner. Il y a beaucoup d'éléments qui sont bien structurés qui doivent accompagner. Chacun doit faire ses efforts. Mais d'abord, c'est une volonté politique. Et je pense que c'est malheureux, mais on a l'impression que l'éco-version France a fait un croc en jambe au vrai éco qui est actuellement à terre. Alors, l'éco-version France a fait un croc en jambe au vrai éco, CEDEAO, qui est à terre. Mais est-ce qu'il est vraiment à terre? Parlons donc de cette zone CEDEAO. Il y a plusieurs monnaies, en dehors donc du franc CFA. Il y a, je crois, jusqu'à 6 monnaies dans cet espace. Et ce sont ces monnaies qui doivent fédérer pour former l'éco. Et il était question à un moment donné, étant entendu que la zone UEMOA avait déjà une monnaie commune, que les autres pays fédèrent aussi pour avoir une monnaie, et puis ensuite on fasse... Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Il est vraiment à terre? On est bloqué? On ne sait pas où on va? On a abandonné le projet? Bon, le projet n'a pas été abandonné puisqu'ils ont renvoyé ça à 2027. C'est-à-dire, ça c'est la nouvelle date, le énième report. Oui, voilà, énième report. Donc, c'est pas abandonné. Mais, effectivement, comme la CEDEAO, il y a l'UEMOA, effectivement, qui a une monnaie commune. Donc, ça, c'est réglé. Mais les autres pays, le Nigeria, le Ghana, la Sierra Leone, le Libéria, et la Guinée, et le Conakry, tous ces pays-là doivent, effectivement, harmoniser aussi leur politique budgétaire pour d'abord former une monnaie et puis après on harmonise encore les critères là avec la zone UEMOA pour donner naissance à l'éco. Oui, mais les techniciens ont travaillé sur ça. Il y a même la banque d'Afrique de l'Ouest, Banque Éco, voilà, avec des démembrements dans les différents pays. Tout ça, c'est sur les papiers, c'est déjà prêt. Je crois que ce qui nous manque, c'est un leadership politique. Il a évoqué le cas de l'euro. Effectivement, moi, j'ai couvert une réunion à Bruxelles où il était question de politique sociale en faveur des pays d'Europe du Sud, Espagne, Grèce, Portugal, qui n'avaient pas le niveau pour entrer dans la zone euro. C'est comme, vous avez pour prendre une image de football, il y a des gens qui jouent en première division et d'autres en deuxième division. Bon, pour aider ceux qui sont en deuxième division de monter en première division, on met en place une politique sociale pour les aider à monter en première. Donc, on ne peut pas attendre que tout le monde soit prêt pour créer la monnaie. Ça n'arrivera jamais. Donc, il faut qu'il y ait un leadership. Bon, ça, le Nigeria pour l'instant me déçoit un peu parce que c'est le leadership naturel, c'est le Nigeria. C'est 70%. C'est une vraie locomotive. C'est 70% de l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Une population forte, une économie forte. Voilà, absolument. Donc, c'est eux qui doivent donner le tempo. Et j'évoquais le colloque de 1994 à l'époque. Charles Konan Bani, il disait ça. Il dit ceux qui ne veulent pas que le Nigeria prenne le leadership là, c'est un combat perdu d'avance parce que de fait, c'est le Nigeria qui est le leader de la zone. Maintenant, mais c'est le Nigeria qui également rebrousse un peu chemin. C'est vrai. En raison de cette connivence entre l'UEMOA et la France, non?
Je ne comprends pas très bien la question. En raison de l'implication de la France dans le CFA, oui. Le Nigeria est réticent puisque le Nigeria voudrait justement que la nouvelle monnaie soit arrimée à un panier de monnaie plutôt que ce soit une monnaie à parité fixe avec... Voilà, ils ont demandé, exigé même que les liens soient totalement rompus. C'est ça. Entre la zone UEMOA et l'euro. C'est ce qu'ils ont demandé. Ce qui me paraît tout à fait normal. Sinon, ça plombe un peu le jeu. Là aussi, c'est le leadership sous-régional aussi qui pose problème. Parce que tout le monde ne va pas dans la même direction. Alassane Ouattara ne va pas dans la même direction que... Bon, à l'époque, le président Kaboré, Christian Kaboré, ou son homologue à l'époque aussi, Mahamadou Issoufou. Donc, quand vous prenez, il a évoqué, et quand vous voyez dans la zone UEMOA, quand vous mettez le Sénégal et la Côte d'Ivoire ensemble, les autres ne peuvent même pas être consultés. La décision peut être prise à leur, contre leur volonté. Et eux, ils ne semblent pas donner en tout cas l'impression d'aller dans le sens de ce que souhaitent les opinions. Et ils considèrent, Ouattara a toujours dit que nous avons une bonne monnaie, qui est bien gérée. Il a toujours dit ça. C'est une monnaie stable qui nous protège des chocs extérieurs. Il a toujours dit ça. Il a parlé de l'inflation est moins forte, mais c'est une inflation qui ne crée pas du développement. C'est ça. Voilà. Donc, à quoi ça sert d'avoir une inflation maîtrisée Donc, tous ces débats-là, jusqu'à présent, a pris un coup, effectivement, après leur annonce. Et ce qui est encore inquiétant, ce sont des informations que j'ai eues récemment, c'est qu'au niveau de la BCAO, on ne réfléchit même pas, je veux dire, il n'y a même pas un début de travaux pour mettre fin à la fixité de la parité entre l'euro et le franc CFA. Vous savez que beaucoup ont préconisé le rapprochement à un panier de monnaie. Pour une raison simple. Quand vous prenez il y a 20 ans, les importations européennes étaient importantes dans les économies aujourd'hui, mais dans les économies des pays africains. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, où sont nos hommes d'affaires? Où vont nos commerçants? Ils commercent avec d'autres pays qui ne sont pas de la zone euro. Donc, nous avons beaucoup plus d'intérêt, en tout cas pour faciliter les transactions de ces hommes d'affaires-là, de ces commerçants-là, à travailler avec ces pays avec lesquels nous commerçons le plus. Mais s'il faut encore passer par la monnaie de l'ancien partenaire, ça nous pénalise. Discuter avec un homme, les commerçants qui voyagent, ils vous diront. Récemment, j'ai croisé une jeune dame, malheureusement, à l'aéroport d'Alger, qui avait un gros paquet de francs CFA. Il me disait, monsieur, où est-ce que je peux changer ça? Est-ce qu'il y a un bureau de change ici? Je lui ai dit, bon, mademoiselle, je suis désolé, mais vous ne pouvez pas changer ça. Il fallait le faire au pays avant de partir. Comme je dis, c'est une sous-devise française qui n'a pas une valeur internationale. Maintenant, si le franc CFA du moins existe réellement avec une autonomie de décision de nos dirigeants, oui, ça, avec une économie viable, ça devient une monnaie internationale. Voilà, c'est ça qui fait la monnaie. C'est vrai qu'on ne décrète pas comme ça, mais il faut travailler à renforcer nos économies parce que nous avons une monnaie forte avec des économies qui sont faibles. Oui. Ça plombe la compétitivité de nos produits. Vous prenez ceux qui exportent la banane avec les pays d'Amérique latine, ça pose un gros problème de compétitivité parce que nous sommes arrivés à une monnaie forte avec une économie qui est faible. Alors que les autres, ils ont des économies fortes avec des monnaies faibles. C'est-à-dire, quand vous avez la maîtrise de la monnaie, vous pouvez faire jouer, pour relancer la compétitivité, si c'est grippé, vous dévaluez. Oui, c'est ça. Nous avons une monnaie forte avec des économies faibles et surtout nous avons une monnaie dépendante d'une autre monnaie qui n'est pas reconnue ailleurs. En dehors de cet espace, vous allez même en France, vous ne pouvez pas dépenser le franc CFA. Vous allez dans d'autres pays, vous ne pouvez pas dépenser le franc CFA. Eh bien, il ne nous reste plus beaucoup de temps et le défi qui se pose à cette situation est double. Il y a un défi monétaire et puis un défi politique. Le défi monétaire,
il est là depuis, on l'a exprimé depuis. Et Mamadou Diarra, qui était alors directeur de l'Office d'échange du Sénégal, a indiqué en 1972 déjà, dans son ouvrage intitulé Les États africains et la garantie monétaire de la France, que, je cite, le moment est venu pour les États africains d'accorder une plus grande attention aux problèmes monétaires qui doit être reconsidéré pour être démythifié et d'accepter d'assumer toutes les conséquences d'une politique monétaire autonome. Fin de citation. Ça fait déjà 41 ans qu'il a dit ça, ce monsieur, et rien n'a changé, Geoffroy Vara. Oui, mais rien n'a changé. Parce que nous-mêmes, je répète encore, on ne s'assume pas. Le gouverneur de la BCEAO, dans l'interview dont je parlais, disait quoi? Parce que la question qui lui a été posée, pourquoi, ok, vous dites c'est notre monnaie, mais comment notre monnaie continue d'être imprimée ailleurs? Il dit on n'a pas les moyens de l'imprimer. Est-ce que vous entendez la réponse? On n'a pas les moyens de l'imprimer, ça coûte cher, et que quand vous regardez, il ne faut pas voir seulement le biais, il y a le mécanisme qui est derrière. Ça c'est nous. Maintenant la planche là, c'est de l'autre côté, mais ça c'est pas un problème, que ça coûte cher. Combien de pays impriment leur monnaie? Et quand vous prenez la cinquantaine de pays que nous avons sur le continent africain, il y a au moins 8 ou 9 qui impriment eux-mêmes leur monnaie. Mais dites-moi. Sinon plus. Sinon plus. Pourquoi, pour un espace comme celui qui dépend du CFA là, pour dire que au moins c'est vraiment notre monnaie là, comment on ne peut pas trouver le moyen de l'imprimer et dire que non, c'est parce que ça coûte très cher. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a comme énormité? Est-ce qu'on s'en rend compte? Et on est combien d'années après nos indépendances et venu nous sortir de pareilles explications? Donc, je pense que, vous savez, la grande pauvreté là, elle commence dans la tête et elle s'exprime dans le dénuement que vous avez. Et je pense que c'est ça le gros problème qu'on a aujourd'hui. C'est que il y a une bonne partie qui n'a pas confiance, mais qui n'a pas conscience, mais qui refuse certains symboles qui sont à cette époque aujourd'hui pas acceptables pour une certaine génération. Et si ça, ils ne se l'approprient pas, ils ne le comprennent pas, ça sera vraiment difficile. Je dis encore que le combat sur la question du CFA, ce n'est pas seulement un débat économique. Il est celui d'une bonne génération, d'une Afrique qui aujourd'hui ne veut pas se retrouver sous un joug quelconque. Et ce qui peut représenter ce symbole-là, il le refuse. Et le franc CFA est rentré dans ce panier aujourd'hui. Maintenant, quand on veut faire des projections, j'ai vu en l'écho, et je pense que ça, la France en a pris fortement conscience et a manœuvré assez subtilement. L'écho était... Je parle de l'écho original, où on parlait du Nigeria et tout ça. Ça allait accélérer le démantèlement de notre CFA dans la version que nous connaissions. Et c'est pour ça qu'on lui a fait un croc en jambe, avec l'aide de certains qui trouvent leur confort dans un espace dans lequel ils continuent d'être leaders. Si on partait à cet écho-là, le leader c'est le Nigeria. Et c'est-à-dire que le gain n'allait pas être le même pour tout le monde. Et puis, contrairement à ce que les gens pensent, c'est peut-être les pays les moins forts qui pourraient avoir un avantage comparatif même à y aller. Parce que la possibilité du marché et ce que cela permet dans le flux et dans les échanges, c'est très important. Et c'est là où chacun des pays, ça c'est une vraie théorie que tout le monde sait, c'est là où la spécification dans vos productions commence à être votre avantage. Et ça, c'est une réalité. Ceux qui auront travaillé dessus, ils verront le boom. Mais ça veut dire que ça n'arrangeait pas tout le monde. Mais la France, elle a vu. Aujourd'hui, qui gagne dans la fragmentation concernant d'abord le franc CFA? Vous ne pouvez pas échanger entre vous, vous êtes obligé de passer par moi. Lorsque vous devez aller acheter quelque part, vous êtes obligé de passer par moi. Qui gagne? Oui, qui gagne, hein? Qui gagne? C'est moi. Je pense que c'est tellement simple. Et regardez, la plupart de ces économies dont on parle, qui dépendent de ce franc CFA, les entreprises françaises, là, elles sont tranquilles. Elles rapatrient sans rien, effectivement, tout leur argent. Parce qu'on est un bon petit sous-quartier monétaire de cette France-là et de son moyen d'échange. Parce qu'on est lié, on a gardé le cordon. Donc c'est la France qui gagne énormément. Maintenant, quand vous faites le débat, même avec la BCEAO, on a l'impression qu'on est dans le déni de certaines critiques qui sont au moins objectives. Je pense que quand on accepte que ce qui est dit est vrai,
Ça veut dire qu'il y a un début de travail sur comment on va le changer. Mais quand on le refuse, ça devient compliqué. Qu'on dise qu'on n'a pas les moyens de produire après combien de décennies notre propre monnaie, alors que c'est combien de pays, il y a un gros problème. Et quand les chefs d'État s'asseyent et chacun se questionne, qu'est-ce que sera le franc CFA CEMAC? L'autre vient s'asseoir, qu'est-ce que sera le franc CFA de notre mois? Mais c'est qu'on n'a encore rien compris. On n'a rien compris, on n'a effectivement rien compris. En fait, aujourd'hui, on parle d'indépendance totale. Est-ce qu'on peut acquérir cette indépendance totale? Est-ce qu'on peut y arriver 63 années après les soleils des indépendances sans cette indépendance monétaire? 30 secondes, Joachim. Non, c'est impossible. Mais je reviens à ce que nous avons dit. Il faut un leadership. Il faut que des gens soient convaincus que cette cause-là vaut la peine d'être défendue et que les leaders assument. Parce qu'il y a le fait de dire, nous, voilà ce que nous disons, mais il y a des décisions qui doivent être prises et ce sont les leaders qui doivent le prendre. Je vais vous raconter une histoire. En 2010, rapidement, en 2010, à l'occasion du cinquantenaire des indépendances des pays africains, nous avions fait, c'était à Continental à l'époque, nous avons fait 3 dossiers sur les accords de défense, la diplomatie et le franc CFA. Et j'ai piloté le dossier sur le franc CFA et j'ai rencontré un ancien premier ministre d'un pays d'Afrique centrale. Donc je parlais de ça. Vous savez la question qu'il m'a posée? Je me demandais, mais monsieur Voukouma, est-ce que vous êtes sûr que nous sommes capables de gérer une monnaie? C'est pas possible. Oui. C'est pas croyable. Lui-même, il n'y croyait pas. Il m'a posé cette question et bon, j'étais... Voilà. Donc c'est pour dire que si nous-mêmes ne sommes pas convaincus que cette réforme est nécessaire, que nous sommes capables d'avoir une monnaie et d'éviter la planche à billets, là, c'est ça en réalité à quoi il faisait allusion, qu'on est capable de gérer correctement dans les normes, dans l'orthodoxie monétaire. Bon, le débat qu'on mène est inutile, mais il ne faut jamais désespérer. Il faut que les opinions encore se réveillent et poussent les leaders, les chefs d'État à prendre ces décisions-là. Il faut que chacun se réveille, il faut qu'on se réveille. En tout cas, le défi, il est politique, il faut qu'on bouge. Et Idriss Déby l'avait si bien dit en août 2015, je le cite, le moment est venu de couper ce cordon qui empêche l'Afrique de décoller. Il faut que cette monnaie africaine soit maintenant réellement la nôtre. Fin de citation. Il ne nous reste plus qu'à nous demander avec Joseph Kizerbo, à quand l'Afrique? Non, mais à quand notre autonomie monétaire? Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité. C'est la 3e de la 12e semaine de l'année 2023 qui a abordé la question de la réforme du franc CFA. Une réforme qui, comme on l'a vu, marque le pas. Avec nous dans ce prétoire pour en parler, Joachim Voukouma, journaliste, directeur de publication de Cassetto.net. Merci pour vos éclairages. C'est un plaisir. Et merci aux juges qui étaient présents aujourd'hui. Geoffroy Vara, merci. Merci. Merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tri TV pour votre attention et pour votre fidélité. Hommage renouvelé à nos forces combattantes, prompt rétablissement aux blessés et aux malades, en ces temps troublés et inquiets, où chaque matin que l'on découvre est une grâce infinie, et chaque manifestation de solidarité, une victoire. Alors, prenons soin les uns des autres en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité. Et demain, mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.